Le deuxième binôme du jour que je reçois, il est festif et c'est Sarah Benallel, VP People chez Conto et Jordan Defa, Head of Talent Development chez Doctolib. Sarah, Jordan, comment allez-vous ? Super bien. Merci de nous accueillir. Ouais, vous êtes en forme ? On est super en forme. Alors moi j'ai de grosses attentes sur ce binôme, je préviens, ça sent bon la bonne humeur. Je crois qu'en plus vous vous connaissez déjà, si je me trompe pas, il y a des histoires assez cocasses. Ouais, alors il y a une petite histoire, c'est que j'ai voulu recruter Jordan et qu'il m'a dit non. Parce que j'étais beaucoup trop forte, donc il avait peur de venir dans mon équipe. Okay. Voilà. Et comme on dit pas non à Sarah, ça risque de se payer aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des griefs justement et des frustrations ? Là, on arrive à faire des événements ensemble, mais c'est tout. Pas plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors merci de nous rendre visite. Je suis très content que vous soyez là. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. C'est un sujet que finalement, on a abordé un peu avec parcimonie dans le podcast. Voilà, mais aujourd'hui, vous êtes intervenu dans le Forward Numa 2023 sur ce sujet, sur cette verticale en particulier, cette expertise, et notamment comment passer d'une logique d'évaluation à une culture du développement continu. Donc ça va être un peu notre plat de résistance du jour. Et moi, la première question que j'ai, quand on dit effectivement cette phrase, qui n'est pas toujours intelligible, d'ailleurs, je trouve elle est complexe à appréhender, c'est de se dire pourquoi, qu'est-ce que la logique d'évaluation classique et pourquoi passer à une culture du développement continu, Sarah ? Je pense que, en fait, ça paraît presque évident de travailler sur une dynamique de développement continu. Il y a une attente double. La première, c'est celle des collaborateurs. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle vision du travail et de l'apprentissage en général et de la construction de carrière. Et le deuxième point de vue, c'est l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, c'est indéniable de se dire que plus on a des gens forts qui se forment au fur et à mesure, plus la performance de l'entreprise sera meilleure. Et donc, ça tombe sous le sens. Jordan ? Sur le sujet, je vais presque faire l'analogie avec ce qu'on a connu quand on était jeune ou quand on était enfant. On a passé notre temps à essayer d'apprendre et à être noté, évalué dans le système à la française hyper régulièrement. Et je vois pas pourquoi ça devrait changer dans le monde de l'entreprise où assez traditionnellement, on se voit une fois par an, on fait une espèce de bilan dans lequel il y a à peu près tout. Le salaire, la performance de l'année, les formations à venir, etc. Et au final, cet entretien a tellement d'importance qu'on n'y aborde pas les bons sujets. Et donc la logique de se parler régulièrement de son développement et de sa performance, ça permet d'avoir des conversations plus impactantes et qui concrètement vont permettre d'être dans une logique où je vais faire le point sur mes compétences hyper régulièrement et continuer à les acquérir le plus régulièrement possible. Alors merci pour ces premiers éléments de réponse. La question que j'ai, la première, alors j'ai toujours des questions popcorn dans ce podcast, celle-ci est un peu plus terre-à-terre et rationnelle pour être tout à fait honnête. C'est justement, tu évoquais ces points un peu de différenciation, de divergence entre les deux approches. Quels sont les points les plus, je dirais, à l'opposé l'un de l'autre, les plus saillants ? Je pense que dans la logique d'évaluation continue, on essaie de coller au plus proche à la réalité de nos organisations qui bougent beaucoup. Et nos organisations, elles bougent beaucoup parce que le marché bouge beaucoup, parce qu'on a besoin, d'un point de vue business, de s'adapter en continu aux attentes de nos praticiens de santé, en l'occurrence chez Doctolib. Et pour ça, il faut que nos équipes soient sur les bonnes priorités et les bonnes compétences au bon moment. Là où, dans les organisations plus traditionnelles, qui essaient pour le coup de mettre en place des processus RH pour avoir cette approche en continu, on est à l'opposé. On en fait déjà un processus RH, là où nous, c'est très centré, vu comme un process business avant tout, pour servir le business et le quotidien. Dans des organisations plus traditionnelles, on est dans une logique où on se parle assez peu au final, et assez peu des sujets de performance et de développement qui sont pourtant au cœur des problématiques des organisations. Alors, je ne sais pas si tu veux réagir, Sarah, là-dessus, mais moi, là, j'ai une question pour le coup qui est un peu incisive, mais voilà, tu vois, vous faites partie d'organisations qui sont somme toute, tu vois, Conto, Doctolib, voilà, ce sont des organisations à forte croissance, potentiellement bien agiles, déjà bien ancrées dans le futur du travail. Alors, c'est un peu facile de dire ça, du coup. Est-ce que ce passage-là, il est faisable aussi sur des organisations qui sont un peu plus traditionnelles, que tu évoquais, un peu plus vieillissantes ? Est-ce que c'est un no-go parce qu'en fait, il faut changer l'intégralité de la gouvernance ? Quel est ton point de vue sur le sujet ? Je pense que c'est faisable complètement. Il y a vraiment une question de philosophie en fait à la base, et je pense même de culture de boîte.
Je pense que c'est pas que des process. Faut savoir que la majorité de ce qu'on apprend et la manière dont on se développe, c'est principalement dans notre job au quotidien. Donc, quand on parle de développement continu, c'est comment on accompagne cette dynamique qui est assez naturellement, en fait, je suis censée apprendre sur mon poste. Mais en revanche, comment ritualiser, comment accompagner, comment donner les moyens pour le faire. À partir du moment où c'est la culture de l'entreprise et on se donne les moyens de le faire, ça peut marcher. Certes, il y a un accompagnement du changement pour les organisations qui sont moins agiles, mais je pense qu'il ne faut pas opposer en revanche les startups et les grands groupes. Il y a beaucoup de choses que les startups et les scale-up font qui sont très inspirées aussi des grandes organisations. Et tu dis que c'est une question de culture, et je pense que c'est assez vrai, c'est-à-dire que c'est presque un fondamental de départ, un peu. Est-ce que quand on est dans une entreprise où les conditions ne sont pas forcément réunies justement pour cette amélioration continue, cette immersion, est-ce que ça veut dire que individuellement, je peux être en capacité de le faire moi-même, c'est quelque chose qui est faisable soi-même, ou en fait la notion de collective est absolument indispensable, sans quoi ça ne marche pas? C'est un très bon point. Je pense qu'il y a une vraie dimension de proactivité dans le développement continu. Et je pense que les deux acteurs, que ce soit l'entreprise et le collaborateur, sont vraiment hyper complémentaires. Et très concrètement, il y a plein de choses que nous, on peut mettre en place. Que en fait les collaborateurs peuvent aussi suivre de leur côté. Je prends un exemple très très basique parce que pour pas trop m'étaler, mais souvent quand les gens viennent nous dire je suis pas payé au bon salaire par exemple, voilà, ça arrive très souvent. Les gens ont beaucoup d'attentes sur leur salaire et c'est normal. Il y a vraiment cette dynamique de j'attends que l'entreprise me transmette tous les benchmarks possibles imaginables, toute la data, etc. Et en fait, nous, le salaire de la boîte, potentiellement. Oui, exactement. Alors évidemment, on est quand même assez structuré, etc. Mais aller démontrer que je ne suis pas au bon niveau, pourquoi, par rapport à mes compétences, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'apporte à la boîte, etc. C'est un exercice qui n'est absolument pas facile à faire, mais il faut que les gens se disent, si je veux discuter de mon salaire, je dois avoir cette capacité à être proactif et à être acteur de, voilà, j'ai envie d'être augmenté, voilà pourquoi. Alors du coup, moi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, et je prolonge dans cette discussion. Quelles sont les compétences et les qualités clés justement pour avoir toute cette culture du développement continu? Je pense que l'élément le plus important pour en revenir à la culture, c'est qu'on ait créé les conditions pour permettre aux gens de sentir l'autorisation d'apprendre et d'avoir ce réflexe de développement continu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si dans mon entreprise, il n'y a qu'une fois par an, sur autorisation de mon RH ou de mon manager, que je peux aller en formation, alors je vais l'attendre un peu comme le Graal, et puis je vais imaginer que le reste du temps, en fait, j'ai pas le droit d'apprendre. Or, en fait, là où on se rejoint beaucoup, c'est le fait de se dire que les apprentissages, on les ancre énormément on the job, tous les jours, et si possible, bien accompagné par son manager. Quand dans les organisations, c'est pas du tout la philosophie, et qu'on n'insiste pas auprès des équipes sur le fait que c'est comme ça qu'on apprend majoritairement, alors je pense qu'on se trompe de manière de faire déjà, et que on rend pas les collaborateurs proactifs. En fait, ils attendent un peu comme ils attendent. Oui, c'est très descendant quoi en fait. Hyper descendant, ça les responsabilise pas du tout. Productivité dont tu parles, la proactivité. Et le jour où ils changent d'organisation, ils sont un peu perdus. Parce qu'en fait, on est face aussi à ça. Dans nos organisations, on accueille évidemment des gens qui viennent d'autres structures, et on va attendre chez nous qu'ils se bougent concrètement, au service de leur développement continu, au service de la construction de leur parcours de carrière, là où dans d'autres entreprises, ils pouvaient attendre éventuellement que ça arrive. Et alors, il y a quand même un truc, c'est que, alors je ne veux pas généraliser, mais dans un certain nombre de boîtes, les candidats, les collaborateurs, ils vont se dire, c'est pas qu'est-ce que moi je peux apporter à la boîte, c'est parfois l'inverse, c'est souvent le paradigme est un poil en train de changer, je le dis bien, on ne peut pas généraliser, c'est qu'est-ce que la boîte va m'apporter? Est-ce que cet argument justement sur la capacité à accompagner dans le développement continu, cette culture, c'est un gros accélérateur de fidélisation et d'attraction, ou en fait pas tant que ça, c'est juste en fait quelque chose, c'est une des composantes, mais c'est pas le fond. Ça, à l'évoquer tout à l'heure, je pense qu'il faut revenir à quels sont les clients qu'on sert nous dans notre fonction. Grosso modo, c'est nos équipes.
Après, on peut C'est faire déjà suffisamment rare à entendre. Ça. des personas types, on veut mieux accompagner les managers, on veut accompagner le développement du leadership, etc., etc. Dans la majeure partie des études, ce que disent les gens sur ce qu'ils viennent chercher dans un environnement professionnel, c'est OK, des missions intéressantes, payées à un bon salaire, et une des perspectives d'évolution de carrière. Quand on leur demande quelles sont les raisons qui les feraient quitter une entreprise, ils disent le manque de perspectives professionnelles et le manque d'apprentissage. En fait, si on les écoute, comme on écouterait n'importe quel consommateur si on était une entreprise, on se dit pour mieux les servir, il faut créer les conditions pour, leur offrir des perspectives d'évolution, 2, continuer à les alimenter pour qu'ils développent les compétences. Ça tombe super bien, les deux sont extrêmement liés. S'ils développent leurs compétences, ils vont évoluer. Et on peut imaginer que si on veut les garder longtemps, il faut les payer au juste prix. Et donc s'aligner sur ce que les concurrents peuvent proposer, etc., etc. Et c'est là que, en fait, ça paraît tout bête de le dire aussi simplement comme ça, mais on voit peu d'organisations qui se structurent pour le faire. Et toi, Sarah, tu as la sensation que ça a eu un impact quand même sur effectivement la capacité à attirer des profils un peu différents et tout simplement avoir des gens qui sont fidèles à la boîte? Je pense qu'effectivement, les gens qui viennent chez Conto viennent en partie pour la culture d'entreprise qu'on évoquait tout à l'heure. Et dans cette culture d'entreprise chez Conto, il y a vraiment ce pilier, cet axe central qui est l'amélioration continue. Et qui dit amélioration continue, dit vraiment cette volonté, et on pousse les gens à se remettre en question et à apprendre tous les jours de leurs erreurs pour devenir meilleurs. La culture du fail. Exactement. Voilà, les autoriser à échouer pour mieux rebondir. Et ça, c'est très ritualisé, c'est vraiment accompagné. C'est pas juste, oui, chez nous, on a le droit de se tromper pour s'améliorer. Et le fait que ça fasse partie intégrante de notre culture, quand on le pitch au candidat, oui, il y a quand même un effet de « Ah, c'est quelque chose que je connaissais pas avant et ça peut me plaire ». Et alors moi j'ai une question pour rebondir sur le point que tu évoquais, c'est-à-dire tu parlais effectivement de la culture du fail, je pense que c'est un des ingrédients. Est-ce qu'il y a des process ou je dirais tout simplement des outils aujourd'hui que vous utilisez qui permettent justement effectivement toujours d'ancrer cette culture du développement continu? Il y a un outil qu'on a en tout cas lancé en novembre dernier pour l'ensemble de nos équipes, qui est l'entretien de développement, qui nous permet de faire, je l'espère, bien mieux que les obligations légales en France, et surtout d'arriver à avoir une conversation très aboutie avec son manager sur ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de l'atteindre. C'est-à-dire pour certains, ce qu'on a envie de faire, c'est de rester dans son job, de consolider ses compétences, et c'est très bien. Et du coup, on va mettre le plan de développement qui va avec. Pour d'autres, ça va être une évolution rapide ou un changement de job qui est des fois un petit peu différent du job de départ. Et on construit vraiment avec son manager le plan pour pouvoir l'atteindre. Le rôle du manager dans ces conversations-là, c'est pas du tout de pouvoir réfréner ou de dire que le souhait n'est pas atteignable. Il est plutôt de définir les étapes intermédiaires pour pouvoir l'atteindre. Et donc, je pense qu'avec ce rituel-là, on définit pour l'année de quoi nourrir les conversations régulières qu'on a chaque trimestre autour de la performance et du développement. Alors moi, je rebondis juste sur un verbatim en fait que je trouve intéressant, c'est que moi je parlais de process et d'outils, toi tu parles de rituels, loin de moi l'idée de dire que c'est un truc justement de start-up, pas du tout. Je trouve que cette notion de rituel, potentiellement de cérémonie aussi, elle est importante. Moi dans les boîtes que j'avais ou même dans les boîtes que j'accompagne, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que toi, Sarah, il y a des rituels effectivement de ce côté cérémoniel, il est important aussi? Je pense qu'il y a vraiment les deux et que c'est très complémentaire. Donc, il y a des outils, il y a des process, etc. Pour rebondir sur ce que disait, pour aller dans la continuité de ce que disait Jordan, moi, il y a un outil que je trouve vraiment super sur le développement continu, c'est le coaching. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pousse à fond chez Conto, notamment chez les plus jeunes managers. C'est-à-dire que souvent, le coaching est vraiment... Avant qu'ils deviennent manager, je suis désolé, avant qu'ils deviennent manager ou... Ok. Au moment où ils prennent, sachant que... Prise de poste, quoi, prise de fonction. La grosse proportion de managers chez Conto, c'est quand même des jeunes managers. Et ouais, le coaching, c'est hyper intéressant pour mieux se connaître, savoir où on va, construire un peu son parcours, son chemin de développement, et puis travailler sur des axes hyper concrets. Donc ça, c'est pour aller dans la continuité de ce que disait Jordan. Donc c'est typiquement pour moi un outil. Je ne le mettrai pas dans la case des rituels. Après, si je parle de rituel, un rituel qui est très basique et qui est d'ailleurs vraiment pas spécifique à Conto, qui est très utilisé
dans la tech en général et dans beaucoup de startups, c'est le daily meeting. Donc, tous les matins, d'avoir un moment ritualisé avec son équipe et son manager pour pouvoir discuter de est-ce que la journée passée a été un succès, oui, non, pourquoi? Qui est un peu hybride entre le business et le perso et le mood. Complètement, Ouais. exactement. Il y a toujours hey, salut, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout le monde est de bonne humeur ce matin? Identifier les signaux faibles et les signaux forts, quoi. Donc ça, c'est un vrai outil pour le manager, pour prendre le pouls de son équipe. Et ensuite, pour effectivement échanger, partager sur ses erreurs, ses succès, clarifier les objectifs, etc. Et donc, tous les jours, c'est entre 15 et 30 minutes. Mais rien que ce petit moment, c'est déjà un moment d'apprentissage, en fait, pour tout le monde. Oui, de partage de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis d'avoir effectivement, la solution ne vient pas forcément du manager en tant que tel, elle peut venir de l'équipe, elle peut venir d'en dessous, d'au-dessus, sur les côtés, peu importe. Je rebondis juste sur un élément que tu évoquais que je trouve très intéressant, c'est la notion de coaching. Je vais faire un épisode effectivement assez chiadé sur le sujet, mais moi je reviens de Suisse, où effectivement j'ai la sensation, alors je ne veux pas généraliser sur l'ensemble de la Suisse, mais en tout cas j'ai l'impression qu'à la fois au niveau personnel et au niveau professionnel, c'est quelque chose d'assez étendu, d'assez développé. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça mêle du professionnel, je dirais de l'évolution de soi-même, mais ça a aussi des incidences très personnelles. Donc ça permet de travailler les deux. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Est-ce que c'est pas parfois complexe pour les collaborateurs de se dire effectivement dans le coaching, justement, il y a ce côté très professionnel, donc pas de sujet, parce qu'en fait, j'améliore mes compétences, je deviens une meilleure version de moi-même potentiellement, mais il y a un côté presque, se mouiller un peu personnellement, quoi. Est-ce que ça c'est pas des réticences que vous avez senties? Alors, le coaching, c'est indéniablement les deux sont liés. Enfin, disons que le perso aura un impact sur le pro et le pro a un impact sur le perso. Bien sûr. Donc, si une entreprise veut mettre en place du coaching mais que ça reste purement professionnel, qu'elle passe son chemin, ça n'existe pas. C'est ça. Nous, en tout cas, typiquement, on fait du coaching, je dirais, à 3 niveaux. Il y a le coaching vraiment assez classique qui lie ces deux dimensions-là, hein, mais c'est le leadership plus senior, plus établi de la boîte. Il y a donc ces fameux jeunes managers, donc c'est vraiment dans le cadre de leur prise de poste, réfléchir au rôle du manager, les compétences nécessaires, qu'est-ce que la boîte attend de moi, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelle est ma vision, et vraiment construire encore une fois cette feuille de route. Et après, il y a une autre verticale de coaching qu'on a en place chez Conto, qui est plutôt via la santé mentale. Et donc, on est en partenariat avec Mocacare, et là, dans ce cadre-là, on propose, donc c'est une plateforme de santé mentale, et on propose les 4 séances de coaching individualisées, accessibles à tous. C'est dans ces sessions-là, on part du principe que peu importe l'événement perso que vous avez pu traverser, ça aura un impact pro, mais que vous avez à ce moment-là besoin d'un accompagnement. Une rupture, un décès, un retour de congé mat, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Et en revanche, l'entreprise, l'intérêt qu'elle a, c'est vraiment de cadrer. Donc nous, on dit 4 séances, c'est super. Si tu as besoin d'aller plus loin, potentiellement de commencer une psychanalyse, etc., notre rôle s'arrête. Oui, c'est plus là. notre sujet. Donc, il faut juste mettre les frontières pour que ça se passe bien. Oui, mais alors les frontières sont de plus en plus ténues, c'est ça que je trouve intéressant. Donc là-dessus, je pense que c'est là où il y a effectivement le fait de déclencher, c'est très intéressant. Moi, je reviens quand même sur un point, sur notamment votre titre, vos rôles dans ces boîtes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce rôle effectivement de déclenchement et d'accompagnement sur la transformation, je dirais, continue, est-ce qu'en fait, c'est vous uniquement qui le portez, c'est vous qui portez la démarche? Est-ce que vous étalez le rôle? Est-ce que c'est le rôle de tout à chacun? Comment ça se passe en fait? Comment cette démarche, elle est initiée et comment elle s'accélère dans la durée? Et elle se maintient? Presque philosophique ce que tu me demandes. Je pense qu'on aspire tous à jouer ce rôle-là, et je crois qu'on a la chance d'avoir des organisations dans lesquelles la fonction people au sens large joue un rôle clé, et on attend de nous qu'on fasse rayonner cette fonction-là, et que ce soit en interne ou en externe, on en parle régulièrement. C'est pas le cas de toutes les entreprises. Par contre, si on croit qu'on va contribuer à la transformation d'une organisation par la force de notre conviction et de nos équipes RH, alors on se trompe.
Parce qu'évidemment, une organisation qui bouge, c'est, tu l'évoquais tout à l'heure, des process, des rituels, une culture, des habitudes, et que ça, on n'est pas les garants ou les tenants de cette culture. Cette culture, elle est inscrite dans les gènes de tous les gens qui composent l'organisation, et que si on veut la faire évoluer, il faut qu'on s'appuie sur tous les leviers que sont les managers, notamment, les leviers que peuvent représenter ou incarner le leadership, et puis un levier qu'on prend probablement assez... pas assez avec pas assez d'importance qu'il devrait avoir, c'est le temps. On se laisse peu le temps parce qu'on doit aller vite, parce que nos marchés nous imposent ça et qu'on doit apporter des solutions à des gens le plus vite possible. Et en fait, transformer une organisation, mettre en place des nouveaux rituels, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde pour s'y mettre. Sarah, toi, effectivement, cette responsabilité-là aussi qui incombe, comment tu arrives à justement à la maintenir, à ce qu'elle soit toujours présente, qu'il y ait cette pression ou en tout cas ces preuves très concrètes? Je pense que c'est hyper ancré. Jordan parlait du leadership. Moi, j'ai rejoint Conto à la base pour les 2 fondateurs et l'aventure qu'ils avaient envie de créer. Et ça fait vraiment partie de leur ADN, et notamment un fondateur qui croit fondamentalement au people development comme étant le point d'ancrage d'une entreprise. Et du coup, il avait de grosses attentes. Donc il avait des grosses attentes, mais pas c'est toi qui vas faire le job. C'est forcément lui portait en majorité et porte toujours en majorité tous ces sujets-là. Moi, je mets en musique, je participe à la vision, etc. évidemment, mais ce que je veux dire, l'idée, c'est de dire que, en fait, non, on n'est pas tout seul. C'est pour revenir à ce que disait, à ce que disait Jordan. Oui, en fait, la question que je me pose là, c'est, pour être direct, c'est que à l'époque, pour être manichéen, on avait le DRH et le DG et le DAF, quoi. Aujourd'hui, on a ces fonctions qui sont potentiellement un peu plus touche à tout, ou d'ailleurs peut-être plus spécialisées pour certaines. Et c'est un coup à devenir un peu schizophrène aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à gérer typiquement dans ce talent management et head of people. Par ailleurs, il y a de grosses attentes au niveau des collaborateurs. Donc, c'est de se dire, et puis il y a le côté, tu as raison, ce que tu disais justement, il y a l'inspiration et l'exécution. C'est-à-dire qu'il faut gérer un peu d'inspi pour montrer un peu ce qui se passe dans la boîte, etc. Et puis aller chercher des inspirations ailleurs. Et puis derrière, il faut mettre en place, c'est les fameuses preuves. Donc du coup, comment on gère tout ça? Parce qu'en fait, moi je le dis sincèrement, je me perdrais. Mais En fait, ça dépend vraiment, je pense, de la phase de la boîte et de son développement, et encore une fois, de sa culture, de sa vision. Mais si je prends un exemple très concret sur la partie learning and development, donc vraiment les équipes formation chez Conto, en fait, c'est vraiment 2 équipes distinctes qui bossent quand même ensemble et qui ne sont pas dans les mêmes départements. Donc moi, dans le cadre de ma fonction RH, j'ai l'équipe learning and development qui vont travailler sur le coaching, la partie comment on forme nos managers, comment on forme les gens sur des compétences très concrètes. Tiens, je veux être plus fort en SQL, etc. Enfin voilà, le classique, les langues, enfin bref, on a un catalogue assez large. Et puis il y a ce qu'on appelle, nous, le Conto Way Office. Et donc, dans cette culture d'amélioration continue, etc., on a du coup des coachs en interne, notamment un, qui, en fait, va former un maximum de gens en interne sur cette culture de l'amélioration continue. D'accord. Donc, avec des trucs très concrets, tous les rituels, le daily, enfin bref, il y a plein d'outils que je ne vais pas citer ici parce que c'est trop de jargon. Mais en tout cas, il y a vraiment... Et cette personne-là, elle est dans ce qu'on appelle la Founders Unit, qui est gérée par la Chief of Staff. Chief of Staff, c'est pas des RH, mais c'est vraiment le bras droit des fondateurs pour vraiment essayer d'amener le business dans la bonne direction et de coordonner les fonctions, notamment du leadership. Et bien, typiquement, ça se passe très bien. Et on collabore ensemble. Le pourquoi cette personne-là, elle est dans cette équipe-là, c'est parce que du coup, elle est très, très proche du fondateur. Et ça reste une équipe un peu isolée. Et comme le fondateur vraiment impulse cette dynamique, voilà, ça a une vertu. C'est pas du tout une bonne pratique. C'est vraiment un partage. C'est votre pratique. Parce qu'en tout cas, c'est notre pratique. Et alors, et la question, elle est pour vous deux. Cette organisation, tu nous diras si tu as une organisation similaire ou une autre, mais
cette organisation presque un peu neuronale, elle est presque systémique en fait, très décomposée. Moi, j'y crois assez fortement par ailleurs. Hein. Moi, là, si où c'est très siloté, j'ai un peu de mal en fait. Ça brime un peu l'évolution. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connais aussi parce que j'entends que c'est un gage de succès, en tout cas chez Conto. Je sais que je sens de l'humilité là-dedans, mais à mon avis, ça se teste ailleurs, je pense. Mais cette organisation, pas déstructurée parce qu'elle est structurée, mais en tout cas très responsabilisante, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connais aussi aujourd'hui ? Je pense que notre organisation RH aujourd'hui, elle est plutôt centré autour de centres d'expertise. Okay. On a voulu muscler très fortement un centre d'expertise people development, un centre d'expertise people stratégie, un centre d'expertise recrutement parce qu'on avait des enjeux incroyables de recrutement ces 3 dernières années, un centre d'expertise sur l'engagement et la culture pour nous permettre, encore une fois, d'accompagner une croissance extraordinaire en 3 ans et s'outiller des meilleures pratiques et des meilleurs outils pour pouvoir, encore une fois, faire en sorte que nos équipes soient heureuses et performantes au quotidien chez nous. Donc, je ne sais pas si c'est un modèle fondamentalement différent, parce qu'après, est-ce que notre organisation est neuronale ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de relais dans toutes nos fonctions pour essayer de faire en sorte que ces projets qui sont poussés par la fonction people soient très ancrés déjà avec les besoins des équipes qu'on sert, et qu'on puisse avoir des relais, des ambassadeurs de toutes nos démarches, etc. etc. Est-ce qu'on le fait différemment d'autres organisations ? La spécificité peut-être, c'est le rôle des HRBP dans nos organisations. C'est que contrairement aux organisations dans lesquelles j'ai évolué auparavant, aujourd'hui, le rôle de nos HRBP, c'est d'être au contact des équipes et d'avoir une part de projet qui est un peu moins forte que ce que j'avais pu voir dans d'autres organisations. Et on se pose tous la question de savoir, est-ce qu'avec la montée en maturité de nos organisations, est-ce qu'avec l'expérience qu'on comprend tous, on ne doit pas aussi réinventer la place du HRBP dans nos organisations. Et alors merci pour ces réponses. Moi j'ai une question un peu piégeuse entre guillemets, mais c'est sur une boîte justement qui a envie de switcher il y a toujours quelques anglicismes, d'un modèle un peu plus traditionnel justement à un modèle où effectivement il y a toujours ce développement continu. Quels sont les points de vigilance en fait tout simplement, parce que est-ce que la connerie c'est d'y plonger et puis d'essayer tout de suite des process et puis ou de prendre un truc sur étagère et de le tester, etc. Quels sont les bons réflexes, quels sont les points de vigilance ? Le premier point de vigilance, ce serait de calquer un modèle qu'on aurait pris à l'extérieur et imaginer l'appliquer à son organisation. Parce que quand on veut faire une transformation, je pense qu'il y a 3 dimensions hyper importantes à prendre en compte. 1, il y a les process en place qu'il faut nécessairement changer, qui ne sont pas si faciles que ça à changer. Pourquoi ? Parce que le process, ça c'est ancré de routine, c'est facile, ça rassure tout le monde. Ensuite, il y a les compétences. C'est-à-dire que pour changer de manière de fonctionner, il faut des fois avoir des nouvelles compétences. Je prends le truc très tarte à la crème, mais quand on a dit il faut généraliser la digitalisation de plein de choses, en fait, c'était plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas très bien utiliser l'ordinateur, pas du tout coder, etc., etc. Et puis après, il y a la culture. C'est-à-dire que si pendant très longtemps, vous avez été dans une culture de vente de produits et que vous switchez pour une culture de service, en fait, c'est pas parce que vous l'avez dit et que le fondateur a dit on arrête de vendre des produits et on vend des services que ça va se passer, parce que les gens ont toujours vendu du produit. Donc, pour la formation, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on passe d'une logique où chaque année, j'avais ma petite formation qui était prévue dans le cadre du plan de formation qui m'était alloué, fait par mon manager, du jour au lendemain, si on dit formation en continu, vous allez apprendre 3 choses par jour et ça va être génial, en fait, il risque de rien se passer parce qu'on va alimenter en contenu et puis les gens vont toujours être aussi passifs parce qu'ils n'auront pas switché en termes d'état d'esprit et autres. Donc, faut se laisser le temps. C'est pas évident. Et faut surtout éduquer à cette nouvelle philosophie, éduquer au sens, encore une fois, très positif du terme, c'est-à-dire expliquer la raison d'être de ce changement, présenter les nouveaux processus éventuellement qui seront mis en place pour mettre en place ces nouvelles routines, et puis mesurer l'impact, parce qu'en fait, si on est capable de se dire, dans cette logique d'évaluation continue, vous pouvez bénéficier de 2 fois plus de formation que ce que vous aviez droit avant, ça va inciter les gens à éventuellement bénéficier de ce droit-là et s'en saisir davantage.
Ça. Je dirais juste pour aller un peu plus loin, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de c'est génial le développement en continu, du coup on met plus rien en place et puis les gens apprennent au quotidien. Non, il y a quand même vraiment besoin d'une structure, il y a quand même besoin d'une colonne vertébrale et il y a certaines formations qui doivent se faire en présentiel, qui doivent être plus traditionnelles et ça il faut pas non plus tout balayer du revers de la manche. Aujourd'hui, ce modèle qui est presque un peu hybride, aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi des formations plus traditionnelles? C'est ça qui est important, ça se garde toujours, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas qu'on va jamais le gommer, mais c'est quelque chose qui reste toujours quand même important. Ouais, très. Honnêtement, complètement. Je dirais que le système dans lequel on évolue chez Doctolib, c'est vraiment un système hybride où on a des programmes traditionnels obligatoires, où vraiment on va inciter les gens à s'inscrire, à y aller, on va les suivre même en leur disant tu t'es pas inscrit. On a par exemple des formations sur la data et privacy ou la sécurité qui sont des enjeux assez forts pour nous, sur lesquels on veut absolument que toutes nos équipes soient formées. Je parlais précédemment des formations managers. Pareil, c'est pas optionnel en fait. On souhaite qu'ils puissent s'y inscrire. Et ces formations, elles ont majoritairement lieu, en tout cas les formations managériales, en présentiel pour leur permettre de bénéficier au maximum de l'échange de pratiques, de mise en situation. Et bien entendu qu'on peut faire en breakout room des mises en situation, mais on apprendra toujours plus de ce qu'on va vivre en live avec, dans une salle de training avec un intervenant externe si possible. Et la dernière question, et après je vous libère, la complexité là-dedans aussi, c'est toujours apporter de l'innovation là-dedans, en tout cas, voilà, des mises à jour très clairement. Et en fait, c'est où est-ce que du coup, où est-ce que vous allez vous inspirer? Où est-ce que vous allez tirer un peu du savoir ou des choses qui ont été testées, qui ont marché, pas marché, peu importe, hein, on l'a dit, on va pas prendre des choses sur étagère, mais où est-ce que vous allez essayer de trouver aussi des inspi? Alors, ce qui est génial, pour faire très bref, parce qu'il y a plein de sources d'inspiration différentes, mais une que je trouve particulièrement intéressante, c'est en fait les gens qui sont chez Conto et qui nous rejoignent tous les jours. Et en fait, on a la chance d'avoir des gens qui viennent d'univers hyper différents, de boîtes très intéressantes. Et c'est vrai que j'ai vraiment, moi, le réflexe, dès qu'on doit mettre en place quelque chose d'un point de vue RH, Tu les sollicites, quoi. d'aller les solliciter. Et j'ai Ça fait partie de l'onboarding. les anciens des GAFA, les anciens des petites startups en vogue, les anciens des grands groupes. Et en fait, c'est vrai que je vais confronter ça. Et puis après, il y a pas mal de lectures. Et c'est vrai que le fondateur est extrêmement, connaît vraiment et adore lire et est très sur les modèles managériaux, etc. Et typiquement, c'est aussi une super source d'inspiration. Et Jordan, toi, Je pense que je dirais pas mieux que ce qu'a évoqué Sarah, et je pense que c'est aussi ce qui nous rejoint en termes de culture d'entreprise tech, c'est-à-dire que on a construit des organisations pour servir et offrir un service, pour le coup dans des environnements complètement différents, mais du coup ça crée en termes de culture ce réflexe-là, c'est-à-dire que quand on développe quelque chose, on va d'abord aller écouter nos utilisateurs, et donc si je veux m'en inspirer, je vais poser la question à mes équipes, aux différents managers, en fonction de leur seniorité et de leur entreprise de provenance. Et bien entendu qu'après, on s'inspire à l'externe. Mais en fait, je pense que la plus grande source d'innovation, ça va être d'écouter ce que nous demandent les gens. Tout simplement parce qu'à la fin, c'est quand même eux qu'on sert. Et que s'ils ont bien exprimé leurs besoins et qu'on l'a bien compris, on devrait pouvoir leur proposer quelque chose qui correspond à leurs attentes. Et y compris ceux qui partent aussi. C'est intéressant que ceux qui sont partis, c'est-à-dire toujours de se dire en fait... Il y a les collaborateurs actuels, tu te dis pourquoi ils restent, et il y a ceux aussi pourquoi tu pars, quoi. Et ça c'est des bons insights. Ouais. On pose souvent la question. Je pense que c'est vraiment no-brainer d'avoir des entretiens de sortie, d'écouter, d'analyser la data, etc. À tel point que parfois je dis à mes RH généralistes, mes HRBP, c'est très bien de se concentrer, encore une fois, dans une dynamique de on va apprendre qu'est-ce qu'on a mal fait, pourquoi les gens partent. Donc on regarde vraiment beaucoup. C'est très bien de se concentrer sur eux, mais concentrez-vous aussi sur ceux qui restent. Ouais, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais oui, c'est quand même des choses... Dans l'instant, je peux aller sur mon dashboard et vous donner toutes les statistiques possibles et imaginables, quali, quanti, sur le turnover en général. Ouais, Jordan, tu partages ce point de vue. Je pense que les gens qui partent, c'est nos utilisateurs extrêmes et que, comme toute bonne culture fondée sur l'amélioration continue, on veut les écouter. Et je rejoins aussi Sarah sur le fait que on les écoute, on prend certains de leurs points de vue évidemment en compte
parce que notre objectif, c'est pas d'arriver à l'attrition zéro, hein. Je pense que c'est une bonne chose aussi que des gens puissent, pour eux, évoluer dans d'autres univers, découvrir d'autres choses. Je pense que... Proposer des carrières linéaires non plus, quoi. Non, non plus. Et puis en plus, je pense que le meilleur feedback ou le meilleur KPI qu'on pourrait avoir, Sarah comme moi, c'est l'effet boomerang. Moi, j'adore voir quand des gens me disent après quelques années dans d'autres organisations, bah en fait, j'avais adoré ce que j'ai vécu ici et en fait, j'ai envie de revenir. Et parfois, c'est ceux qui étaient potentiellement des détracteurs au départ qui deviennent vos meilleurs avocats parce qu'ils avaient eux aussi besoin d'aller voir un petit peu ailleurs et de découvrir autre chose. Et c'est super OK. Donc, Sarah a raison. Écoutons les utilisateurs extrêmes, mais on a un sacré boulot aussi avec ceux qui sont dans nos organisations et qui ont plein de besoins et plein d'attentes. Je comprends pourquoi tu avais essayé de leur côté. En tout cas, alors l'entretien touche à sa fin. Sarah, Jordan, merci beaucoup pour vos réponses. C'était court, mais c'était intense. Je suis convaincu que ça va inspirer les auditrices et les auditeurs du podcast. Donc, merci beaucoup de votre venue. Merci à toi. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de creuser encore plus, encore plus ces sujets dans les semaines et mois à venir ensemble. Si tu veux. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. beaucoup. Ciao. Salut.